Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Il est 21h à Yaoundé et partout en Côte d'Ivoire. C'est bien l'heure de votre rendez-vous, troisième mi-temps. L'Union des fédérations ouest-africaines de football, UFOA, est une confédération régionale de football dépendante de la Confédération africaine de football. L'association fut créée en 1975, mais en 2011, la CAF a décidé de diviser la zone en deux groupes A et B. Raison évoquée, problème organisationnel interne. Voilà. Ainsi, 9 ans après, 2011-2020, la zone vient de procéder à une autre politique. Le secrétaire général a été remplacé par un directeur exécutif. Aka Malan cède donc son fauteuil à Boureima Balima. Est-ce le fruit d'une division? C'est d'ailleurs le thème de ce numéro de troisième mi-temps que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs. Tchétchi Aimé, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Il y a également Magloire Diop qui est là. Merci d'être avec nous. Bonsoir Sébastien. Et puis le grand retour de Serge Dakouri. Bonsoir à vous. Bonsoir Sébastien. Et merci d'être avec nous. Alors, nous aurons au téléphone Rigo Gervais et puis Madi Zongo. Avec eux, nous allons essayer d'élargir un peu nos discussions. UFOA, Ahmad et la zone ouest-africaine, c'est un élément que nous propose Salif Bey Ouattara. Forte de ses 16 pays membres depuis sa création en 1975, l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines de football, a subi une fragmentation en 2011 suite à une réforme de la CAF visant à diviser la zone en deux groupes distincts. Ainsi, l'UFOA A est mis sur pied avec 9 pays, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone et la Mauritanie. L'UFOA B hérite des 7 pays ouest-africains restants, le Bénin, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le plus gros contingent de l'UFOA va donc se retrouver dès cette année 2011 dans la zone A. À l'époque, de nombreux dirigeants fédéraux proches de l'Ivoirien Jacques Anouma, président en exercice de la zone, vont accuser la CAF dirigée par le Camerounais Issa Hayatou de vouloir affaiblir un de ses potentiels adversaires pour l'élection à la présidence de la CAF qui était prévue en janvier 2013. Sans preuve et face à la majorité, les dirigeants du foot ouest-africain sont obligés de faire profil bas et d'accepter la réforme. Issa Hayatou est réélu en 2013. Mais depuis cette réforme, la zone UFOA connaît un net recul en matière d'organisation des compétitions. La zone a perdu son influence et sa majorité au sein de la CAF. Au profit de la COSAFA, la zone sud-africaine qui comprend à elle seule 14 pays, suivie de la CECAFA, l'Afrique orientale, qui enregistre 12 membres. Les plus nombreux sont toujours forcément les plus écoutés. Avec des organisations différentes, on sent bien que la zone ouest-africaine peine à trouver ses repères. Une fusion, un retour dans la même maison, est-il envisageable? Le président Maramad a-t-il également peur de ce contingent de 16 pays qui, à lui seul, une fois réuni, peut renverser la tendance lors d'une élection décisive? Avec le Burkinabé Boureima Balima, la zone B de l'UFOA va-t-elle retrouver ses performances d'antan? 12 millions de francs CFA par an. Ce budget alloué par la CAF doit-il être rehaussé? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Merci à vous, Salif Ouattara. Messieurs UFOA A et B, Magloire Diop, est-ce le fruit d'une division? Bon, on ne peut pas dire la chose comme ça. Je pense qu'il faut essayer de faire un peu l'historique de cette affaire. Comment s'est-il fait qu'on est arrivé à cette scission? Disons que les textes de la CAF
ont toujours disposé que la confédération était divisée en 6 zones. Mais il s'est trouvé que les zones A et B, qui sont les zones de l'Afrique de l'Ouest, se sont regroupées en 1975 pour créer l'UFOA. Les textes de la CAF le permettent. Donc, il y avait donc 16 pays, les pays de la CEDEAO, 16 pays au sein de l'UFOA. Il en a été ainsi jusqu'en 2011. Il s'est trouvé qu'à partir en 2007, il y a eu un gros problème, une très grosse crise au niveau de l'UFOA sous la présidence du président de la Fédération ivoirienne de football, M. Jacques Anouma, qui a été élu président de l'UFOA en 2004. Son mandat devait se terminer en avril 2008. Il s'est trouvé qu'en avril 2007, il y a eu une partie des pays de l'UFOA qui était conduite par le Nigérien Amos Adamou et le Béninois Anjorin Moucharaf, qui ont décidé de l'organisation d'une assemblée générale élective pour renverser Jacques Anouma. Évidemment, Jacques Anouma n'a pas accepté cela, il ne s'est pas aligné, et lui aussi il avait des partisans, et ces deux clans-là se sont affrontés. En arrière-plan, il y a eu la question de l'élection à la présidence de la CAF. Le congrès de la CAF devait se tenir en 2009. Et il s'est trouvé qu'en 2007, quand il y a eu une assemblée générale de la CAF où un papier, une motion de soutien à la candidature du président Ayatou a circulé. Et à cette motion-là, M. Jacques Anouma a émis des réserves. Peut-être c'était le crime qu'il ne devait pas commettre. Quand les partisans de M. Ayatou ont ajouté à cela les différents voyages que M. Anouma faisait en Afrique et les dons qu'il a eu à faire notamment dans la zone sud, la zone Kosafa, qu'il a eu à faire à l'île Maurice, qu'il a eu à faire à Madagascar et même aussi au pays de la zone Sekafa, quand ils ont mis tout cela ensemble, ils lui ont prêté des intentions de vouloir briguer le poste de la CAF. Dès lors, il était question maintenant pour ces partisans-là du président Ayatou d'affaiblir Jacques Anouma et donc de l'affaiblir au sein de ce qui faisait sa force, c'est-à-dire la zone de l'UFOA. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu un problème au niveau de l'UFOA et cette question a été réglée en 2008 par la CAF. La CAF a décidé que M. Jacques Anouma aille jusqu'au bout de son mandat, c'est-à-dire en avril 2008, et juste après la fin de son mandat, M. Amos Adamou, qui était le tenant de l'autre clan, devait prendre la relève. Et c'est parti comme ça. En 2011, la CAF a prétexté de ces dispositions statutaires pour scinder l'UFOA en 2 zones, la zone A et la zone B. Alors, Saïd Akouri, est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause de ces élections à la CAF qui ont conduit donc à la division donc, de l'UFOA? Oui, ce que Maglo a dit est totalement vrai parce que le micro. Ce que Maglo a dit est totalement vrai puisque effectivement Jacques Anouma était président de l'UFOA et Issa Ayatou envoyait en lui un adversaire et donc il ne voulait pas qu'il s'appuie sur les 16 membres de l'UFOA pour avoir quand même une force importante. Et c'est avec toutes ces velléités anciennes qu'ils ont décidé à partir de 2011 de cette scission parce qu'il fallait trouver un moyen de pouvoir l'affaiblir. Honnêtement, Jacques Anouma, fort de son soutien de l'UFOA président de 2004 à 2007, briguait avec des intentions. Et donc, c'est dans cette optique, honnêtement, il ne faut pas se voiler la face, qu'on a compris qu'il fallait donc procéder à cette scission. Et c'est sous Ayatou que ça s'est fait en 2011 pour affaiblir un tant soit peu le candidat Anouma qui avait des velléités. Et donc, c'est comme ça que, effectivement, cette scission s'est faite. Maintenant, est-ce à dire que cette scission a affaibli l'institution? Moi, je pense que... On viendra dessus. Ça encore, c'est une autre paire de manches. Parce que quand vous voyez le budget actuel, vous comprenez... On viendra là-dessus. Alors, Titi Aimé, quelle est votre réaction? Alors, moi, je dis simplement que c'est vrai ce que Maglo a dit, parce que tant qu'au niveau de l'UFOA, les compétitions n'arrivaient pas à terme, comme les compétitions organisées par cette union. Il y avait les compétitions, les coupes UFOA, qui portaient le nom du président Eyadema, le président du Togo.
Donc on a tous connu ça. Et puis, au niveau des nations, il y avait aussi des matchs, des rencontres qui se jouaient. Moi-même, qui vous parle, j'ai été blessé lors d'un tournoi au Burkina Faso, tournoi de UFOA au niveau des nations. Contre le Ghana, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, etc., etc. Et donc, après, il y a eu une certaine accalmie. L'équipe de l'Union est couverte de dettes. Du coup, elle ne peut plus aller jusqu'au bout de l'organisation de ces compétitions, notamment depuis 2009. Et quand donc Jacques Anouma arrive, il retrouve une union complètement en lambeaux. Mais lui, il fait en sorte de l'organiser, de la réorganiser en organisant des compétitions, notamment le tournoi des 4 nations, le tournoi des centres de formation, ça s'est passé au Sachamprou, le tournoi des clubs, etc., etc. Et ça fait tilt dans la tête des gens, des candidats éventuels de la fédération, de la Confédération africaine de football, qui ont pensé que l'UFOA marchait sur ses plans de bande. Or, dans la tête du président Jacques Anouma, c'était pour continuer le développement du football, notamment ouest-africain. Ça n'a donc pas plu aux tenants du pouvoir de la CAF qui ont décidé de scinder l'association en deux parce que pour eux, ça ressemblait à une confédération dans une confédération. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, des 11 années de gestion à Kamala? Ben écoutez, moi je retiens quand même que sous Akamala, il y a eu... Prenez votre... Je retiens qu'à Kamala, sous son règne, il y a eu plusieurs compétitions. Déjà de 2010 à 2012, sous Amos Sadamou, qui était le président, lui n'en était que le secrétaire général depuis 2009. De 2010 à 2012, il y a eu des compétitions régulières qui ont été organisées au Nigeria, avec les nations. 2010, 2011, 2012. En 2014, quand il y a eu le scandale de la FIFA qui a emporté Adamou, c'est Kwesi, le Ghanéen, qui a pris la relève. Et sur Kwesi, il y a eu 2 compétitions seniors au Ghana et une compétition junior qui s'est passée du côté de Lomé au Togo. C'était 2014. Maintenant, le gros boom que je pourrais dire réalisé par Kamala, c'est 2016 avec la signature avec la chaîne américaine de Fox. Avec cela, il y a eu ce qu'on appelle un renflouement financier qui a permis l'expérimentation d'un tournoi qui a permis aux 4 champions, celui du Togo, champion de Togo, champion de Côte d'Ivoire, et le champion de Côte d'Ivoire, champion du Togo, champion du Sénégal, et de pouvoir se regrouper. À cette compétition, eh bien, le candidat ivoirien, l'équipe de Tanda, a gagné, s'est imposé face à l'US Gorée, je crois, 2-0 en finale. Par la suite, 2017, grâce à Fox, il y a eu ce tournoi avec les 16 nations qui sont passées au Ghana. Et c'est le Ghana qui a remporté cela. 2018, on retiendra le tournoi UFOA Dames organisé par Kamala et l'UFOA ici à Abidjan, où on a vu le Ghana qui l'a emporté. Dans cette même année, il y a eu le tournoi UFOA de U17 à Niamey et celui des UFOA U20 qui s'est passé au Togo. 2019 encore, tournoi des dames remporté par le Nigeria. Donc, si on veut quand même faire un récapitulatif de Sous Kamala, plusieurs compétitions ont été faites. Mais je crois que le gros boom, c'est qu'il y avait un problème de moyens financiers. Et grâce à ce sponsor venu des États-Unis, cela lui a permis, quand même un tant soit peu, de pouvoir organiser des compétitions. Et ça, il faut quand même le lui reconnaître. Parce que quand vous faites le bilan de 2009 à 2020, pêle-mêle, on n'est pas loin de plus d'une dizaine de compétitions organisées. Alors donc je pense que c'est à son actif. Malgré le fait que l'UFOA, s'il n'y avait pas trouvé les moyens, avait des problèmes de fonds au niveau des moyens financiers. Donc, Akamalan, pour moi, a quand même un bilan qui est assez reluisant au niveau des compétitions organisées depuis 2009 jusqu'à 2020. Rigo Gervais, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Alors, Rigo Gervais, vous, l'UFOA, est-ce que pour vous, la division de l'UFOA, d'abord, est venue des problèmes des élections? Et puis, qu'est-ce que vous retenez donc de la gestion de Kamala? Bon, je pense que ça a été plombé, c'est clair. De 16 membres, même quand on regarde un peu la division des deux groupes. D'un côté, quand tu prends le groupe B, où il y a la Côte d'Ivoire, il n'y a que 7 pays. Et puis l'autre côté, 9 pays. C'est-à-dire que si on veut faire une compétition d'une manière équitable, il faut 8 pays. Il faut 8 pays et 2 poules pour pouvoir exercer. Mais quand on regarde la poule B,
s'adresse à 7 pays et on pouvait quand même, dans l'organisation, éviter le 9 pays de l'autre côté et puis faire une égalité de 8 pays. Donc déjà, même ça sent que déjà c'était à des fins électoralistes et c'était pour casser un candidat. Et c'est vrai qu'on a cassé ce candidat-là, mais il faut dire qu'on a plombé l'organisation. Et quand c'est comme ça, les mécènes, les entreprises, les sponsors qui veulent sponsoriser, qui veulent aider la compétition, se disent, il ne faut pas oublier le lobbying derrière, le lobbying négatif. Voilà, ils ne vont pas chercher à aider, à avoir des sponsors, mais ils vont décourager les sponsors, ne pas que les sponsors financent. Mais malgré ça, M. Akamala, étant resté en tant que secrétaire général, a pu quand même garder la maison et puis aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il pouvait? Voilà, qu'est-ce qu'il pouvait? Moi, je pense qu'il allait à l'essentiel, même inventer 2 bonnes compétitions, c'est-à-dire au niveau des dames, qui a eu du succès à Abidjan ici, et puis au niveau des choses des jeunes. Voilà, je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut voir, surtout c'est au niveau de la CAF qu'il va falloir bien regarder pour que l'UFOA puisse suivre. Alors, Magla Diop, qu'est-ce que vous retenez des 11 années de M. Akamala? Moi, bonne ou mauvaise gestion? Je vais même au-delà. M. Akamala est devenu secrétaire général de l'UFOA en 2002 sous le Sénégalais Malick Sy. Et depuis 2002 jusqu'en 2020, il est resté plus ou moins à la tête de l'UFOA, même si après, ça a été scindé en 2. Mais il est resté secrétaire général de l'UFOA pendant 18 ans. Et donc, ça veut dire qu'il a eu quand même une certaine longévité au secrétariat général de cette association-là. Moi, je retiens que M. Akamala a souffert. Il a souffert parce qu'il est arrivé à une période difficile de l'UFOA, avec une succession de crises. Mais je ne sais pas par quel miracle, lui, il a réussi à pouvoir se maintenir malgré la succession de présidents dans des conditions calamiteuses, pratiquement. Parce que même quand M. Anouma venait prendre l'UFOA, c'était à mi-mandat du président d'alors, Malick Sy, qui n'avait pas terminé son mandat. Et donc, l'UFOA était dans une impasse. Et il a fallu faire cette élection-là. Et M. Jacques Anouma est venu. Et puis après, bon, on a vu aussi comment M. Jacques Anouma est parti. Et donc, M. Akamala, bien qu'il soit ivoirien et qu'on prête à Jacques Anouma des ambitions de vouloir succéder à Issa Yatou, Akamala est resté à la tête de l'UFOA. Amos Adamou, Anjorin Moucharaf, qui ont combattu Jacques Anouma, lui ont maintenu leur confiance. Donc, cela me permet de dire que M. Akamala est quelqu'un au plan relationnel qui est vraiment pétri de talent. Cependant, la situation de crise et puis les difficultés financières. Moi, contrairement à Saïd Dakouri, je dirais que l'UFOA n'est pas un modèle de constance en matière d'organisation de compétition par rapport, par exemple, à des zones comme la zone Sekafa ou la zone Kozafa. L'UFOA n'est pas vraiment un modèle. Il y a une irrégularité en matière d'organisation de compétition. Même si Akamala, à mon avis, il a travaillé avec les moyens de bord, il a sauvé l'Union, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est lui vraiment qui assurait vraiment la survie de l'Union. Il a sauvé l'Union, il a fait ce qu'il pouvait, et c'est au moment maintenant où l'argent rentre qu'il part. C'est là le gros regret. Parce qu'il a travaillé avec les moyens de bord, il a souffert. L'UFOA n'avait pas d'argent. Maintenant qu'aujourd'hui, l'UFOA bénéficie de $1 million de la part de la FIFA par an, en ce moment maintenant, il part. Donc, j'estime qu'il a fait le travail pour les autres, il a facilité la tâche aux autres. C'était son destin d'être là à une période difficile, mais il fallait certainement aussi quelqu'un comme lui pour que l'UFOA continue de survivre. Oui, allez-y. Oui, moi, je ne suis pas trop sûr, mais je pense que Akamala est à l'UFOA depuis bien longtemps que ça. Je me rappelle encore du temps du président Seyi Memen. On attendait déjà parler de M. Akamala.
C'était dans les années 77-84 par là. Et à cette période-là, jusqu'en 99, il a réussi quand même à organiser les compétitions des deuxièmes des championnats des pays membres de l'UFOA. On a vu les victoires de l'Africa Sport en 84-86, on a vu la victoire de l'ASEC Mimosa en Coupe UFOA en 90, on a vu les victoires de l'Astanda, celle d'Akou en parlait, en 2017, on a vu le Stella Club en 81. Akamala était déjà là. Le Stade d'Abidjan, l'un des premiers vainqueurs. Est-ce qu'Akamala était secrétaire général? Je crois qu'il était déjà là. On entendait déjà parler de lui. On entendait déjà parler de lui en 77. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui avait quand même une autre idée de ce qu'il faisait. Mieux, j'ai parlé de tournois où les nations se rencontraient, soit au Ghana, soit au Bénin, soit au Burkina Faso. Voilà, les équipes de la zone, pour pouvoir permettre aux équipes nationales, surtout qu'on était tous des joueurs locaux, de nous aguerrir au contact des autres nations. Pareil pour les clubs, qui nous permettaient d'affronter les pays de la sous-région. Bref, donc oui, je ne suis pas d'accord quand Magoula a dit que ce n'était pas un modèle. Ah non, je n'ai pas dit ça. Non, tu as dit que ce n'était pas un modèle. J'ai dit l'UFOA n'est pas un modèle en matière de régularité d'organisation de compétition. Oui, mais après, non, Sébastien, je finis juste. Vous dites que, donc, Akamala a réussi à organiser ces compétitions-là jusqu'au moment de la scission. Jusqu'au moment de la scission. À partir de là, les moyens ne venaient plus, les pays ne cotisaient plus, parce que c'est à partir des cotisations des pays membres que l'association vit. Si les pays ne cotisent plus, on ne peut plus organiser de compétition. Et donc, c'est à ce moment-là que Jacques Anouma vient et lui, il réorganise tout ça pour pouvoir permettre aux compétitions de reprendre. Malheureusement, ça s'arrête encore en chemin. Allez, non, moi, il y a un élément que je voulais quand même qu'on souligne aux téléspectateurs. L'âge d'or de l'UFOA commence de 75 jusqu'aux années 80 qu'on a l'âge d'or. C'est-à-dire que l'UFOA est né du déshydratat du président Houphouët-Boigny de faire de la CEDEAO l'UFOA en football. Ça veut dire quoi? Les pays du Conseil de l'Entente en 75, Sékou Chagari, Houphouët-Boigny en a décidé avec ses pairs de pouvoir entretenir la jeunesse africaine. C'est quand les cotisations des pays fondateurs se sont arrêtées et qu'on a connu des difficultés que nous connaissons. Parce que comme il dit 75, la première compétition en 17, c'est le Stade d'Abidjan qui remporte contre le Kaloum Star. Tout à fait. 81, c'est le Stella Club d'Adjamé contre AS Police Dakar. 84, l'Africa joue contre Atakpamé, Ifogé Itakpamé 84-85 et remporte 85-86. Et en 91, la SEC contre la Santi Kotoko. La SEC remporte après contre une équipe de Lobby Bank. Donc je veux dire, l'âge d'or qu'on a connu, c'est quand les pays fondateurs donnaient de l'argent. Donc de 77 jusqu'aux années 90, ça marchait bien. 80, ça marchait bien. Mais à un moment donné, quand les pères fondateurs ont arrêté les cotisations, c'est là que cette organisation sous-régionale a connu des problèmes. Sinon, c'est pour dire que, remarquez très bien, à l'époque des championnats, la première place c'était pour la Coupe d'Afrique, la deuxième pour les vainqueurs de Coupe, la troisième pour l'UFOA. Regardez dans les... Ça veut dire que quand ça marchait bien, quand les pays fondateurs cotisaient, c'était une compétition bien organisée. C'est l'âge d'or qu'il faut suivre. Je veux dire qu'il faut noter que ça a connu une baisse sans les moyens de la CAF. Parce qu'à l'époque, l'idée ne venait pas de la CAF de créer cela. C'est l'idée des pays fondateurs de la CEDEAO qui ont créé, qui ont eu cette idée ingénieuse de créer cela. Donc, on vivait sur les subsides des pays fondateurs. C'est quand il y a eu cet arrêt et que l'UFOA a connu ces problèmes. Oui, Sébastien, ce que j'ai dit, l'UFOA a connu son âge d'or, et puis après, il y a eu un moment de déclin. Et c'est quand le déclin a commencé que notre compatriote Akamala est devenu secrétaire général de l'UFOA. Et c'est pourquoi je dis qu'il a souffert. Mais en même temps, je dis aussi que c'était son destin, parce que je pense que c'était peut-être lui qui était la personne la mieux indiquée pour que cette union-là puisse survivre. Parce que les 2 dernières décennies,
on ne me dira pas que c'est l'âge d'or de l'UFOA. Non, mais il y a une chose. Voilà, les 2 dernières décennies, à partir de 2000, ce n'est pas l'âge d'or de l'UFOA. Et c'est là que M. Akam Malan est devenu secrétaire général de l'UFOA. Ce que je dis. Donc, malheureusement pour lui, il est devenu secrétaire général à un moment difficile. Mais il a réussi à quand même maintenir la maison. Il a fait quand même preuve de beaucoup de courage. Et je dis que maintenant que la situation s'arrange au niveau de l'UFOA et que maintenant l'argent vient de la FIFA et même de l'UEFA, en plus de l'argent de la CAF, c'est en ce moment maintenant qu'on fait partie. Mais c'est Akam Malan. C'est ce que je dis. Il y a un élément que je dis dans la chronologie des faits. 2009, normalement, selon les papiers, c'est là qu'il prend fonction. Et de 2009 à 2020, regardez la périodicité, la régularité des compétitions. Quand on dit que vous êtes dynamique, c'est quand vous réussissez chaque année à organiser des compétitions. 2010 à 2012, soit non, mais avant 2009, Akam Malan était secrétaire général avant 2009. Sous Jacques Anoma, il était secrétaire général. Vous avez dit 11 ans. On va écouter. 11 ans. Je vous donne la chronologie de 2010. Je pense même que sous Dieng qui a été président de 94 à 99, sous Akam Malan, mais c'est le secrétaire général. 2010 à 2012, compétition organisée avec Amos Adamou. 2014, compétition organisée avec Kwesi. 2016, signature avec Fox, Fox, la chaîne américaine qui permet d'avoir des millions de dollars, où Tanda devient champion. Et l'année qui suit, la compétition à 16 où le Ghana remporte. 2018, le tournoi UFOA ici, Dame, qui a connu un succès, Rigo Jacques l'a dit. Ensuite, à Lomé, compétition des U17, à Niamey, compétition U20. 2019, tournoi UFOA. Donc je veux dire, quand vous regardez la chronologie des faits, à aucun moment il y a du vide. Donc c'est pour dire, je vous dis, quand vous regardez bien, il y a eu au moins une quinzaine de vides. Il y a une quinzaine de compétitions. On va écouter Rigo. Le nombre de compétitions, demandez s'il y a eu le nombre de compétitions à 11 ans de régime. Vous êtes avec nous? Voilà. Oui, bien sûr. Alors, quel a été le péché de Akam Malan selon vous? Bon, je pense que, comme Dakouri le dit, il a fait ce qu'il a pu. Faut comprendre que l'organisation a été plombée depuis cette scission-là, de UFOA B, UFOA A, parce qu'on ne peut pas organiser une compétition avec moins de personnes. Voilà, c'est pas le même impact. Avant l'UFOA, c'était 16 équipes. Voilà, 16 équipes, 16 nations. Voilà, ça mobilisait. Et on sait un peu l'impact des nations. Quand on prend la poule B, par exemple, la poule de la Côte d'Ivoire, il n'y a que l'impact, il y a le Burkina, il y a le Nigeria et puis le Ghana. Voilà, le Niger et n'ont pas aussi l'impact en termes de compétitivité. Voilà, donc véritablement, en mettant le Sénégal dans la poule A, la Guinée dans la poule A, ça fait qu'en termes de rencontres, l'intensité, ça ne peut pas attirer assez de public, assez de monde. Voilà. Imaginez un match Côte d'Ivoire-Sénégal, même au niveau local, ça attire du monde. Voilà. Ghana, Sénégal, Nigeria, Mali et autres, oui. Donc ils ont cassé déjà l'organisation, ils ont cassé l'impact. Donc M. Akam Malan a essayé à son niveau de réinventer. Voilà. Avec la compétition des jeunes, avec la compétition des dames. Mais, comme je le dis, il a fait ce qu'il a pu. Ça ne peut pas avoir le même impact que dans l'ancien temps où on avait des trophées et il y a des marques. Allez-y un peu dans la zone CECAFA, où le président Paul Kagame prend sur lui-même de mettre au niveau des clubs un trophée Paul Kagame au niveau de la CECAF. Et ça fait que, à ce niveau-là, il y a vraiment de l'impact. Quand on dit mettre un trophée, c'est de l'argent. Voilà, quand il y a assez d'argent dans le trophée, ça fait que le club ou bien les nations qui vont ne reviennent pas bredouilles. Mais quel moyen disposer Akam Malan pour pouvoir mettre l'argent dans ces trophées-là? Voilà, dans ces trophées-là, dans ces compétitions-là. C'est là, aujourd'hui, on ne fait que organiser des compétitions avec des mannes financières. Aujourd'hui, la Ligue des Champions qui se joue, quand tu as une victoire, tu as 2 millions, tu as près de 3 millions d'euros. Voilà, donc ça fait que les clubs veulent véritablement participer au championnat, mais à coup plus fort. Qu'est-ce qui arrive quand on gagne un trophée? Ou bien qu'est-ce qui arrive quand on gagne un match? M. Akam Malan disposait-il de ces moyens-là pour pouvoir attirer les nations? Non. Donc il a fait ce qu'il a pu. Voilà, maintenant, comme l'autre le dit, les moyens arrivent.
Ils ont mis un autre. Il faut que l'UFOA passe à autre chose. Voilà, il faut que l'UFOA passe. Il faut que la CAF libère l'UFOA et que peut-être on revienne à 16 clubs pour pouvoir vraiment avoir cet impact-là dans le temps. Je retiens avec vous que l'UFOA est en prison alors. Ouais, ils sont c'est au frigo. D'accord. D'accord. Alors, Magoula Diop, Boureba Beliba qui arrive maintenant en tant que DEX, qu'est-ce qui va changer concrètement? Il a beaucoup plus de chances d'arriver à un moment où il n'y a pas de palabre. Il arrive à un moment où la FIFA reconnaît maintenant les unions régionales, ce qui n'était pas le cas au temps de Akamalan. Donc, c'est un peu plus facile maintenant. La FIFA reconnaissant ces unions zonales-là, cela a entraîné quand même une certaine réforme au niveau de ces unions zonales-là. Et maintenant, la CAF a imposé des statuts standards. C'est-à-dire que toutes ces zones-là, toutes ces unions zonales-là, ont maintenant les mêmes statuts. Et ces unions zonales-là bénéficient d'une subvention annuelle de $1 million de la part de la FIFA pour organiser les compétitions de jeunes. Si ça avait été, si cette manne-là existait au temps d'Akambala, je pense qu'il aurait fait beaucoup de merveilles. Il n'a pas eu cette chance-là. C'est depuis que le président Infantino est venu en 2016 avec le programme Forward que cette aide-là est arrivée. Et c'est depuis lors maintenant qu'on assiste de plus en plus dans la zone, aussi bien dans la zone A que dans la zone B, à l'organisation de compétitions de jeunes de U17 et de U20, ce qui n'était pas le cas depuis les années 2000. Donc, il arrive à un moment quand même où l'union est assainie, aussi bien au niveau de ses statuts qu'au niveau même de sa trésorerie. Maintenant, il lui appartient de travailler davantage pour trouver des sponsors, pour organiser maintenant des compétitions pour les seniors et puis les clubs. Parce que pour les jeunes et le football féminin, la FIFA et avec aussi l'accompagnement que l'UEFA apporte à la CAF au niveau des compétitions des jeunes, il y a déjà un soutien. Maintenant, il va falloir travailler pour trouver des sponsors pour les compétitions seniors et les compétitions de clubs. J'ai quand même une inquiétude. M. Akamalan, qui n'avait pas de moyens, s'est quand même arrangé pour organiser quelques compétitions. Est-ce qu'on n'aurait pas dû laisser M. Akamalan quelques années encore, avec les moyens maintenant qui arrivent, pour voir où il allait quand même mettre l'UFOA? Maintenant qu'on l'enlève, est-ce que ça ne ressemble pas un peu à un règlement de compte quelque part? Oui, on peut le dire, hein, on peut le dire quelque part, mais il faut faire très attention, parce que, comme je l'ai dit, la puissance qu'entraînait à l'époque l'UFOA, bien structurée, menaçait l'organisation de la FIFA, de la CAF, voyez-vous. Et donc, tout président de la FIFA était directement, de l'Union, de l'UFOA, était directement taxé, j'allais dire, on lui prêtait des ambitions de devenir tout de suite président de la CAF. Et ça, c'est ça qui a plombé, comme on l'a dit ici, c'est ça qui a plombé le travail d'Akamalan. Malheureusement, et cela faisant, les pays se sont désolidarisés de lui. Il n'y avait plus personne pour donner l'argent. Aucun pays ne voulait cotiser pour ses participations au niveau de l'UFOA. Du coup, le monsieur s'est retrouvé seul, Akamalan s'est retrouvé seul, sans argent. Sans argent, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Il ne peut pas le faire. Moi, aujourd'hui, vous parlez de nouveaux DEX qui arrivent. J'espère que lui, il va, avec l'argent, tout l'argent qu'il aura, j'espère qu'il va commencer à organiser, d'abord comme ça se faisait dans le temps, les meilleurs deuxièmes ou les meilleurs troisièmes de nos championnats, des championnats des pays membres de l'UFOA, pour pouvoir organiser ces compétitions au niveau des nations. Au niveau des nations, et je le dis, je le répète, les équipes individuellement n'ont pas la possibilité de sortir de leur pays aujourd'hui pour aller jouer des matchs amicaux à l'extérieur. Or, ces matchs de Coupe UFOA servaient de tremplin à nos équipes engagées en compétition africaine pour pouvoir s'aguerrir. Nos nations, pareillement. Donc, si M. Bourahima fait, avec les moyens qu'il a maintenant, plus que M. Akamalan, ce serait tant mieux pour notre sous-région, pour notre football. Alors, cette Dakouri, qu'est-ce qui va changer?
Qu'est-ce qui va Moi, je pense quand même qu'il faut noter que sous Akamalan, il y a eu des compétitions de jeunes. Il y a eu des compétitions de jeunes sous Akamalan. Oui. Sous Akamalan, en 2000, parce que 2014, il a organisé des compétitions de jeunes à Lomé et aussi à Niamey. Sous Akamalan, en 2014 avec Kwesi. En 2000, quand il parle des compétitions dames, ça a eu lieu à Abidjan. Une fois dames, sous Akamalan. Il faut noter aussi que 2016, la signature Air Fox, on parle de 4 millions de dollars. C'est là qu'il y a eu la compétition des champions de 4 pays où l'AS Tanda était champion. Et ensuite, il a organisé une compétition à 16 avec le Ghana qui sort champion en 2017. Donc je veux dire, c'est la périodicité des compétitions qui m'amène à dire que de 2009 jusqu'à 2011, vous avez parlé de 11 ans de gestion, on peut citer pêle-mêle plus de 10 compétitions. Maintenant, je pense qu'il a donné une visibilité assez forte à l'institution. C'est la raison pour laquelle un monsieur comme Boureima Balima qui hérite, si l'UFOA, la FIFA, maintenant admet qu'on doit mettre de l'argent, c'est parce qu'on a vu, on a expérimenté, on a regardé une compétition qui avait du potentiel et on a estimé que maintenant il faut mettre de l'argent. Donc aujourd'hui, l'argent qui vient est la résultante du travail effectué par le prédécesseur qui est Akamalan. C'est parce que la qualité du travail effectué amène la FIFA à dire « Ah, ok, il y a du vivier, donc on met de l'argent. » Donc je veux dire que le travail effectué par Akamalan n'est pas négligeable, il est de qualité. Et ensuite, il a permis de signer avec une chaîne américaine qui a mis de l'argent dedans. C'est la même chose. Et donc, je veux dire, maintenant, il faut aussi noter une chose, c'est que Amat est venu après Akamalan. Et quand ce monsieur vient, et on sait que l'UEFOA dépend quand même de la CAF, il veut mettre ses hommes. Et donc, à partir de cela, il y a ce nettoyage qu'il est en train d'effectuer. Est-ce que celui qui vient n'est pas quelqu'un qui vient pour sa solde, pour travailler dans ce sens? Il y a ça aussi à cela. D'accord. Parce qu'Akamalan est venu avant lui. Madi Zongo, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci beaucoup. Vous êtes du côté de Burkina Faso. Est-ce que vous connaissez bien l'homme, M. Boureima? Je pense pouvoir dire que je le connais parce que c'est vrai qu'il est de la génération des sapes olympiques en Côte d'Ivoire. Ça peut être un peu les petits frères de Bidisro Laurent Pokou. Voilà, ils sont venus. C'est un gardien de but quand il jouait. Il a joué à l'Étoile Finale de Ouagadougou, c'est son club de formation. Ensuite, il a joué dans le Kadiogo, qui était la sélection provinciale du Kadiogo, qui a atteint les demi-finales de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 78 et en 80. En 78, c'était avec Saboteur, que vous connaissez très bien en Côte d'Ivoire, et en 80, c'était avec Soumaïla Diallo. Ensuite, il a joué dans l'équipe nationale du Burkina, les étalons. Il a été entraîneur de l'Étoile, entraîneur adjoint avec Soumaïla Diallo. Et quand il a fini, il a été diplomate. Il a longtemps servi à l'ambassade du Burkina Faso au Ghana. Et c'est à son retour, à la faveur des élections de 2016, qu'il a été nommé secrétaire général de la Fédération burkinabé de football par le colonel Sita Sangaré. Et aujourd'hui, il sert le football sous-régional à travers l'UFOAD. Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il peut apporter beaucoup de choses à l'UFOAB? Je crois bien qu'il, en tout cas sur le plan du bagage footballistique, il l'a. Ensuite, c'est quelqu'un qui a quand même fait beaucoup de formations. Vous savez, quand un résident au Ghana, ça veut dire qu'il a le bilinguisme en lui. Ensuite, il a fait une formation au niveau de la FIFA où il a obtenu un diplôme dans le management du sport. En tout cas, sur le plan du bagage intellectuel, il n'y a pas du doute. Boureima Balima a les moyens. Mais vous savez qu'on ne réussit pas seul, on réussit en équipe, surtout en football. Vous sur le plateau que je salue bien, vous savez de quoi je parle. Je pense que cette équipe va dépendre de ce que les fédérations de l'UFOA voudront bien qu'ils fassent en lui apportant leur aide, parce que je suivais le commentaire du dernier intervenant, ce qu'il dit est vraiment vrai. Pour que l'UFOA réussisse, il faut que les fédérations sachent que ça dépend d'eux et donner les moyens à Boureima Balima et à son équipe, parce que la direction n'est que l'organe de mise en œuvre de ce que les fédérations pourront décider. Bon, je vois déjà qu'on a reporté les compétitions des petites catégories pour des raisons de calendrier.
Mais je crois que Bourema Badima, franchement, ce n'est pas parce que je suis burkinabé, je connaîtrai la langue de bois. Je crois qu'il a vraiment les moyens, s'il est bien accompagné, et j'insiste sur ce mot, de redynamiser le football sous-régional. D'accord, on vous retrouve tout à l'heure. Alors, messieurs, est-ce que le fait que la CAF ait récupéré totalement l'UFOA, est-ce que les choses seront faciles pour cette institution? Déjà, il faut noter que la CAF a beaucoup de difficultés. La Covid-19 oblige, la CAF a beaucoup de difficultés. Vous avez vu comme l'amoncellement des dates actuelles que la CAF a par rapport pour finir déjà les demi-finales de la Coupe de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Maintenant, il faut, comme il le dit, c'est une question de moyens. Mais au-delà des moyens, c'est à l'organisation. Parce que quand vous allez organiser une compétition avec 7 pays, il faut que ces 7 fédérations de ces pays soient... Vous avez une vision globale de pouvoir organiser cela. Et comme on le dit, l'argent qui vient de la FIFA, c'est pour le football des jeunes. Alors les sélections U17, les sélections U15, U17 et U19 doivent être mises en évidence. Donc il faut avoir un plan global avec l'adhésion des 7 fédérations pour pouvoir... Maintenant, la CAF qui intervient dedans, j'espère que la CAF va apporter son coup de pouce. Sans oublier qu'une compétition s'organise sur des bons terrains. On sait un peu le problème que nous avons avec les infrastructures en Afrique de l'Ouest. Alors je pense que si la CAF eh bien, comme on appelle, vient parrainer cette institution en donnant des moyens, j'espère que Bourema, comme il a dit, aura une belle vision en concours avec les fédérations pour organiser de belles compétitions. Car cet argent des jeunes est pour le football des jeunes. J'espère que toutes les fédérations vont travailler dans ce sens. Mais d'entrée, je dis, attendons de voir. Allons voir quel est le plan de relance qu'il va proposer pour le football des jeunes pour pouvoir déjà savoir à court, à moyen et long terme qu'est-ce que ce monsieur va servir. Mais je dis, le prédécesseur a déjà nettoyé le boulot et donc attendons de voir ce que Bourema fait. Mais comme il le dit, on ne gagne pas seul, il faut le gagner avec les 7 fédérations. Il faut qu'ils aient une vision globale pour pouvoir développer le football des jeunes. Vous voulez intervenir? Oui, sur ce point, il faut dire que c'est... il va donc donner des projets pour pouvoir amener le football ouest-africain, du moins de la zone B, sur des fonds baptismaux pour que tout reprenne comme ça a été. Aujourd'hui, si la CAF s'engage dans l'UFOA, c'est une façon de mettre la main dessus. Parce que la CAF a nettement donné l'impression que l'UFOA marchait sur ses plates-bandes. À partir de là, elle a décidé de réorganiser et de nommer quelqu'un au niveau de cette union, en lui donnant les moyens certainement. Je pense que il faudra maintenant au niveau d'Aix de prendre le taureau par les cornes et puis recommencer, pas pour repartir des zéros, mais essayer de mettre des projets bien ficelés sur le plan pour les proposer aux différentes fédérations. Sébastien, moi je n'en veux pas trop à la CAF. Hein. C'est vrai que la CAF a scindé l'UFOA en 2, zone A, zone B, en 2011, mais le verre de la division était déjà dans le fruit. Les pays même de l'UFOA étaient déjà divisés. Donc la CAF n'a fait que rentrer dans cette faille-là et elle a trouvé une solution qui, pour moi, n'est pas aussi mauvaise parce qu'elle a ramené la paix. C'est vrai que l'union fait la force, donc c'est clair que ça affaiblit un peu l'UFOA, mais cette scission-là, pour moi, elle a ramené la paix au niveau de l'UFOA. La zone B que dirige M. Bourema, pour moi, c'est la zone la plus forte de l'UFOA. Parce que dans cette zone-là, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Nigeria, vous avez le Ghana. Mais le nombre n'est pas le plus. Vous avez le Nigeria, oui, mais vous avez... Mais en matière qualitative... Voilà, 7 contre 9. Oui, mais quantitativement, oui, mais qualitativement, qualitativement, c'est la zone la plus forte. Elle a le Nigeria, elle a le Ghana, elle a la Côte d'Ivoire. Ce sont ces 3 pays d'Afrique de l'Ouest, ce sont les seuls qui ont remporté au moins une CAN. Dans les pays de la zone de l'UFOA, même quand c'était 16 pays, ils ont remporté 9 CAN. Donc, le Ghana a remporté 4, le Nigeria 3, la Côte d'Ivoire 2. Il n'y a pas ni le Sénégal, ni la Guinée et tout cela. Donc, même quand vous prenez les compétitions de jeunes, ce sont les pays de la zone B qui sont les pays les plus forts. Donc, je dis que M. Bourema
à ce label de l'UFOA-B pour pouvoir créer quelque chose de très fort dans cette zone. En plus, il arrive, comme je le dis, à un moment où il y a maintenant de l'argent. Puisque avec le programme Forward qui a été mis en place en 2016, il y a maintenant $1 million de façon annuellement, pour organiser les compétitions de jeunes et des compétitions de football féminin. Donc ça, au moins, c'est une garantie pour qu'on ait des compétitions de jeunes et des compétitions de football féminin. Maintenant, il y a la CAF qui est accompagnée par l'UEFA, la Fédération européenne, pour qu'il soit organisé des tournois de qualification par zone pour les CAN U17 et U20. C'est pour ces tournois de qualification-là dont il y a eu le tirage au sort récemment. Mais ces compétitions sont entièrement financées par la CAF au travers d'un accompagnement de l'UEFA. Donc quand vous mettez déjà ces compétitions-là, je pense qu'il y a de la matière sur laquelle M. Boureima peut construire quelque chose de solide. Mais le challenge pour lui maintenant, comme je le dis, ça sera de trouver des sponsors pour pouvoir organiser des compétitions de seniors et des compétitions de clubs. S'il n'arrive pas à le faire, pour moi, voilà, il aura été dans la facilité. On va libérer... Madi, vous êtes avec nous? Bien sûr, je suis là. Alors, Madi, est-ce qu'au Burkina, vous avez senti un peu une union autour de Balima? Ben, écoutez, d'abord, c'est d'abord une fierté pour nous, Burkinabés, que ce soit un compatriote qui dirige le football au niveau sous-régional, parce que, quoi qu'on dise, et je voudrais quand même déplorer, déplorer le fait que l'UFOA soit saucissonné en deux parties, parce que quand on était à cette équipe, c'était l'union la plus forte. Je crois que la coupe de l'UFOA, et surtout quand nous on le suivait au lycée, après la coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe qui est devenue Ligue des champions, et l'autre coupe d'Afrique des clubs, pardon, la coupe des clubs champions qui est devenue Ligue des champions et les vainqueurs de coupe. Ici, c'était la coupe de l'UFOA. Donc, ça veut dire que c'était une organisation qui avait une certaine autorité. C'est vrai, avec sa division, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu faire, mais on savait qu'il y avait beaucoup de contradictions à la CAF qui a mené toutes ces divisions. Mais moi, je pense que Balima, il a les moyens, mais j'insiste sur l'accompagnement, parce que vous savez qu'un directeur exécutif, c'est comme on le dit, ce n'est qu'un exécutant, et il ne peut qu'exécuter que les programmes que les fédérations auront voulu, auront posé, et surtout l'argent. L'argent ne suffit pas, et je suis parfaitement d'accord avec le dernier intervenant qui disait qu'il faut arriver à organiser des compétitions, parce que le football ne peut exister que par des compétitions. Aujourd'hui, il y a les compétitions de jeux qui sont programmées au Bénin et au Togo, mais pour que cette union, il faut puisse avoir plus de notoriété, il faut que surtout au niveau des clubs, il y ait des compétitions qui amènent les seniors à s'évaluer pour que l'UFOA devienne un tremplin pour ces joueurs-là, pour s'exprimer, pour qu'on n'ait pas seulement que les compétitions continentales, parce que, quoi qu'on dise, quand on regarde les indices de la CAF, un pays comme le Burkina, nous ne pouvons avoir que 2 clubs par an. Un club en Ligue des Champions et un club à la Coupe de la Confédération. Et vu le niveau que nous avons, nous ne pouvons pas aller pour le moment. Donc, on sort rapidement. Mais s'il y a de la compétition sous-régionale qui nous permet de nous détalonner et de nous exprimer, ça peut être un tremplin pour les jeunes de la merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Madi, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. On se retrouve mercredi prochain. Oui. Allez-y, Sébastien, il faut noter aussi que Amat, jusqu'à présent, entretient un flou au niveau de sa future candidature. Et par rapport à cela, certaines mauvaises langues disent qu'il est en train de mettre ses gens pour les prochaines candidatures. Il a augmenté de manière substantielle les rémunérations vis-à-vis des clubs. Il a augmenté aussi vis-à-vis des fédérations. Et là, on sait que la CECAFA, tout comme la COSAFA, ont été ceux qui l'ont aidé à être à cette présidence de la CAF. Aujourd'hui, ils l'ont aidé à être élu. Aujourd'hui, il veut avoir une même mise sur cette UFOA avec un des leurs qui puisse lui permettre de pouvoir encore briguer
Donc il ne faut pas oublier qu'au-delà de tout cela, quand vous voyez la CAF qui a une mainmise sur quelque chose, il y a aussi des visées électoralistes. Donc parce que, à Matamat, eh bien, pour le moment, n'oublie pas ces visées de candidature. Donc quand vous voyez qu'il met une mainmise sur quelqu'un, ça veut dire que la personne qui est là n'est pas loin de le servir. Oui, moi je souhaite simplement que les compétitions UFOA qui ont révélé des clubs ici, qui ont permis au club ivoirien de gagner ces trophées-là, puissent se reprendre tranquillement et permettre aux clubs, aux nations ivoiriennes de se frotter avec les équipes de la sous-région, les connaître d'abord avant les grandes compétitions, par exemple la CAN, etc. etc. Donc ce sont de belles compétitions que cette union peut organiser pour nos équipes et nos nations. Allez-y, votre conclusion. Oui, Sébastien, je pense que pour les compétitions de jeunes de football féminin, c'est déjà un acquis. Donc, ça ne serait vraiment pas quelque chose de remarquable que M. Bourema, sous son règne-là, que ça soit son bilan se limite à ces compétitions-là. C'est déjà financé par la FIFA, par la CAF. Donc, ça, ce n'est pas un exploit. Le challenge pour lui maintenant, c'est d'arriver à pouvoir mettre en place un plan marketing pour trouver des sponsors, pour organiser une compétition de seniors de façon régulière et, comme Galego l'a dit, pouvoir organiser une compétition pour les clubs comme par le passé. D'accord. Ça sera le vrai challenge pour lui. Merci beaucoup à vous, Seydou. Je sais que vous avez envie de parler encore, mais il est déjà l'heure. Merci beaucoup à vous. Merci chez vous. Vous nous avez suivis avec beaucoup de plaisir. Nous étions également très contents d'être installés chez vous pendant 1 heure. C'est ici donc on s'arrête et puis on va vous dire bonne soirée, bonne nuit et bonne suite de programme sur RTI2.